Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, il me semble que c'est l'avant-dernière conférence de Ragnagna Party. Donc, c'est passé très vite. J'espère que vous passez un bon moment ici au Rocher de Palmer, que le festival vous plaît, que vous êtes allés voir les stands, que vous avez dépensé un peu d'argent dans des choses sur lesquelles vous avez craqué et qui amélioreront votre bien-être et vous apporteront du plaisir et du bonheur dans votre quotidien. J'espère que vous avez aussi pu faire des ateliers ludiques, pratiques, voilà, seuls ou avec des gens que vous aimez. Et puis on est très content et contente de vous accueillir pour cette table ronde qui est donc dédiée à l'orgasme. Donc l'orgasme, c'est bien fait, c'est symbole. Pourquoi on a choisi cette thématique? Parce que l'orgasme, ça sous-entend plein d'autres sujets. L'éducation aux sexualités, la masturbation, la découverte de son corps, les relations amoureuses, le bien-être, plein de choses. Et donc, pour en parler avec moi ce soir, pendant cette petite heure, durant laquelle on va vous laisser aussi de l'espace pour poser vos questions et échanger avec nos intervenants, intervenantes. Alors, vous remarquerez que Sylvie Chaperon s'est transformée. Elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui et du coup est intervenue en urgence sa doublure qui s'appelle donc Étienne Candela. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes sexologue et infirmier en psychiatrie. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites? Alors j'ai une partie du temps assez importante dans la semaine consacrée à la prise en charge de jeunes adultes en hôpital psychiatrique de jour. Et je prends en charge aussi des personnes pour des difficultés, des troubles sexuels. Par une méthode qui est le sexo-corporel, une approche plutôt globale du sexo-corporel qu'on présentera peut-être plus tard, mais qui est une approche qui est globale, en fait, qui permet de voir une personne dans l'intégralité de ses composantes et d'aborder la question de sa sexualité en mettant en lien ce qui se passe dans son corps, ce qui se passe partout dans son corps et précisément dans la zone génitale, ce qui est parfois difficile pour certaines personnes d'en parler, ce qui se passe dans ses pensées, dans ses représentations, dans tout son système de valeurs et tout ce qui pourrait interférer dans sa sexualité. Et on met en lien évidemment la relation à l'autre, la question du partage, de l'altérité, de l'érotisme dans le couple ou simplement dans une relation de partenaire éphémère, avec un volet très important évidemment qui va tenir compte de tout ce qui regroupe les émotions, les sentis, la question du désir, du plaisir, la question de l'imaginaire sexuel, la question de l'identité sexuelle aussi, la question de l'intensité sexuelle. Et donc, on fait un cocktail de tout ça et on voit comment aider la personne avec un travail qui sera essentiellement corporel, sans pour autant négliger les autres dimensions. Donc, je ne dis pas plus, peut-être que Merci. je laisse présenter ma... Oui, merci. Marilyn Lassagne, alors on vous connaît déjà à Nouveau Cycle puisqu'on a eu l'occasion d'accueillir Marilyn il y a déjà plusieurs années. Je me demande même si c'était pas en 2019, 2020, c'est ça. C'était une période, j'étais pas très loin, sur une de nos soirées Vulvaventure, donc à Bordeaux, qui s'appelait Bonjour et Bonsoir. Et donc on avait eu la chance de vous accueillir. Marilyn, vous êtes sexologue, formatrice en éducation sexuelle et en sexologie pour les professionnels et également en sexo-corporel. Du coup, vous allez peut-être pouvoir aussi nous en dire un petit peu plus pour compléter avec Étienne sur ce qu'est le sexo-corporel et également sur ce que vous faites. Oui, le sexo-corporel, c'est exactement l'approche que Étienne a décrite. Si ce n'est que nous ajoutons aussi dans notre évaluation pour pouvoir identifier les facteurs qui rentrent en jeu dans la difficulté sexuelle rencontrée par la personne que nous recevons, nous ajoutons ce que nous appelons la lecture corporelle, parce que les attitudes, la posture, la gestuelle, la manière de respirer, d'utiliser son corps au quotidien, y compris quand on entre dans le cabinet d'un sexologue, donne des indications très intéressantes qui peuvent aussi venir s'ajouter aux informations que l'on va essayer de recueillir verbalement en posant des questions à cette personne et vont nous donner des indicateurs intéressants.
on utilise rarement son corps différemment dans la sexualité et dans son quotidien. Voilà, donc c'est aussi, quand Étienne parlait des exercices corporels, ce sont des exercices qui sont évidemment non érotisés, mais qui sont parfaitement transposables dans la sexualité, et puis qui vont travailler sur plusieurs dimensions, donc bien sûr la dimension de plaisir, la dimension de désir, la dimension de l'excitation sexuelle, mais aussi l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté de soi, le sentiment de son identité sexuelle, de son identité de genre, etc. Donc c'est assez vaste, c'est une approche très riche, passionnante, et qui permet vraiment d'aller très directement et d'identifier très directement les facteurs qui rentrent en jeu dans une difficulté. Voilà. Merci. Pour du coup ouvrir le bal, moi j'aime bien toujours commencer par un petit temps de définition. Est-ce que Marilyn, vous pourriez nous définir l'orgasme? Qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire que dans le langage courant, on parle d'orgasme sans vraiment définir très précisément ce que c'est, effectivement. Et puis, ont émergé déjà deux types d'orgasmes, orgasme clitoridien, orgasme vaginal, par exemple, avec une distinction que Masters et Johnson, déjà dans les années 60, ont absolument démenti. Et aujourd'hui, on commence à lire beaucoup de types d'orgasmes, hein, l'orgasme prostatique, etc. En fait, dans la réalité, l'orgasme, c'est un seul phénomène. C'est un phénomène qui est une combinaison de deux décharges. Précisément, il y a une décharge corporelle et il y a une décharge émotionnelle qui va avec. Je précise. En fait, d'abord, l'orgasme, c'est un réflexe. Ça, c'est absolument incontournable. C'est très important de le préciser. Ça veut dire que nous n'avons pas de pouvoir direct de déclenchement de l'orgasme. Nous pouvons faire tout ce qu'il faut pour le favoriser, pour favoriser sa venue, mais c'est un réflexe. Donc, soit le réflexe se déclenche, soit le réflexe ne se déclenche pas. Et puis, c'est un double réflexe, précisément. D'abord, c'est un réflexe génital, c'est-à-dire lorsque le niveau d'excitation sexuelle, c'est-à-dire de vasocongestion, afflux de sang dans la zone génitale, quelle que soit la forme des organes génitaux d'ailleurs, lorsque ce niveau-là atteint son maximum, le cerveau envoie le signal d'un réflexe qui va s'appeler, pour nous en sexo-corporel, une décharge orgastique. Cette décharge orgastique se traduit globalement par une série de contractions musculaires qui sont à l'entrée du vagin et à la base du pénis. Cette série de contractions a été mesurée, bien sûr, par Masters et Johnson. Bon, sauf que c'était dans les années 60, donc ce n'était pas très nuancé. Eux disaient toutes les 0,8 secondes, environ une vingtaine, etc. Depuis, on a nuancé un tout petit peu les choses, à peine, mais considérons que c'est une série de contractions musculaires. Parfois des contractions musculaires presque imperceptibles, et d'autres fois des contractions musculaires qui trouvent un écho beaucoup plus important dans le corps. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un orgasme, ça va du pétard mouillé au bouquet final du feu d'artifice. Et on ne sait jamais à l'avance si on va rencontrer un pétard mouillé ou un bouquet final du feu d'artifice avec tous les degrés qui sont entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une décharge orgastique. Ce qui est très important dans la décharge orgastique, comme c'est un réflexe, c'est que veuille ou veuille pas, ça peut se produire. Ça veut dire, par exemple, et c'est très important de le préciser, que même en cas de violence sexuelle, ça peut se manifester. D'accord ? C'est pour ça que pour nous, nous considérons que l'orgasme, qui sous-entend
plaisir, ça n'est pas seulement ce phénomène-là. L'orgasme, c'est ce phénomène quand il s'accompagne d'une bouffée de joie, c'est-à-dire d'une décharge émotionnelle, c'est-à-dire quand on est capable de dire « c'est bon ». Mais si on ne peut pas dire « c'est bon », et même « c'est très bon », eh bien, on est peut-être dans le pétard mouillé. Parce qu'avec le pétard mouillé, on peut dire « oh mince, c'est pas terrible ». Est-ce qu'il existe des orgasmes différents? Alors notamment, je me tourne vers vous, Étienne. C'était aussi l'idée. Est-ce qu'il y a un orgasme masculin, un orgasme féminin? Est-ce que vous pourriez étayer, Étienne et vous aussi, Marilyn, les différents types d'orgasmes qui existent? Alors, moi, c'est drôle parce que je me suis souvent dit, j'aimerais être une femme pour connaître l'orgasme féminin. Parce que la représentation de l'orgasme et puis peut-être des rencontres qui ont montré des états où on disait c'est bon, c'est si bon, et puis des états extatiques. Et j'ai l'impression que beaucoup d'hommes, en fait, voient l'orgasme féminin comme une montagne qu'on n'est pas certain de pouvoir gravir, alors qu'ils voient l'orgasme masculin comme quelque chose de plus naturel, de plus automatique, de plus évident. Et dans cette évidence, justement, c'est là que je parle vraiment du point de vue des hommes, il y a la mise de côté d'un potentiel orgasmique que beaucoup ignorent en fait, et que beaucoup passeront leur vie à ignorer. Et quand Marilyn parlait de pétard mouillé ou de feu d'artifice, moi je pensais à cet instant précis de la fusion atomique. C'est-à-dire que dans une relation sexuelle, un homme peut avoir du plaisir à de multiples instants et se laisser aller à ce plaisir facilement avec un orgasme à minima, c'est-à-dire que souvent confondu avec l'éjaculation, sans se rendre compte qu'il pourrait, à certains autres instants, par une conscientisation et par aussi une maîtrise, enfin, un apprentissage de son corps et de sa zone génitale, arriver à cet orgasme magnifique qui serait le pendant de l'orgasme féminin. Mais ça demande beaucoup d'apprentissage et ça demande aussi d'être dans une relation de confiance et dans une relation d'échange. Donc je pense que de prime abord, l'orgasme masculin semble plus automatique, moins fort, mais je pense qu'on abordera les sujets après. Il y a d'autres moyens d'obtenir un orgasme pour les hommes et d'obtenir un orgasme qui emporte le corps, qui soulève, qui entraîne un peu comme ce même tsunami qu'on voit parfois chez les femmes, mais qui demande vraiment une prise de conscience spécifique. Là, on vient de faire en sorte que vous puissiez toutes et tous rester jusqu'à la fin de cette conférence, du coup. Voilà, donc restez. Et du coup, est-ce que justement, il existe une différence entre orgasme masculin et féminin? Est-ce que c'est vrai? Et puis, on parlait tout à l'heure aussi, on parle du clitoris aussi en sous-jacent. Est-ce que, voilà, au niveau de l'orgasme féminin, comment on pourrait étayer cette palette d'orgasmes aussi, puisqu'elle est si incroyable, du coup, qu'est-ce qui se passe aussi du côté de l'orgasme féminin, Marilyn? Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il faut aussi distinguer et ne pas distinguer? Enfin, mais en fait, comme je vous disais, effectivement, dans les nouveaux courants, entre guillemets, on distingue différents types d'orgasmes, mais en fait, dans la réalité, on distingue, dans cette catégorisation actuelle, on distingue les orgasmes finalement par le type de stimulation qu'on a exercé pour que cet orgasme puisse survenir. Mais dans la réalité, l'orgasme lui-même, qui, si on reprend un petit peu toute la palette qu'on a évoquée tous les deux avec Étienne, l'orgasme lui-même, c'est le même phénomène. C'est un phénomène unique. Sauf que la manière dont on va le percevoir va être différent à chaque fois, en fait. Donc, on va le percevoir de manière plus généralisée, de manière plus localisée. On va le percevoir un petit peu plus par là, un peu plus par là, etc. Et puis, il va être peut-être le résultat d'un certain nombre de stimulations très précises à des endroits précis, etc. Comme par exemple une stimulation clitoridienne, une stimulation vaginale, une stimulation prostatique, une stimulation pénienne, etc.
Mais dans la réalité, ce sont les types de stimulation en fait qu'il faut distinguer, mais pas l'orgasme lui-même. Donc, bon, c'est pas un problème hein, qu'on dise orgasme prostatique, orgasme clitoridien, c'est pas un problème du tout, mais il faut juste savoir que c'est le même phénomène qui va se produire, en fait, avec cette base qui est la base de la base, qui sont les contractions régulières et automatiques, et cette base du réflexe, en fait. Voilà. Par contre, c'est sûr que selon les différentes nuances et les différentes couleurs de cet orgasme, en fonction des stimulations qu'on a pu recevoir, qu'on a pu vivre, eh bien, on peut avoir le sentiment que c'est pas le même orgasme. Mais dans la réalité, le réflexe est le même. Après, on va dire les façons d'accéder à l'orgasme sont considérables. D'abord, certaines demandent, enfin toutes demandent un apprentissage. Ça, c'est ce que tu disais, Étienne, c'est très important, on reviendra là-dessus. Mais les premiers orgasmes, c'est l'enfant qui les a, tout petit. C'est-à-dire que déjà, le système nerveux du tout petit, on va dire dans la période sensorimotrice, à peu près à partir de 18 mois, 2 ans, est absolument capable de conduire à un orgasme, un tout petit qui va, par exemple, à la crèche chercher à s'endormir par des balancements, des frottements, un jeu du périnée interne, sans intervention de ses mains, et qui va faire monter sa vasocongestion, j'ai envie de dire, sans être vraiment conscient de le faire volontairement, et qui va ensuite vivre une décharge orgastique qui va lui permettre après, puisqu'après l'orgasme, eh bien, cette baisse de la vasocongestion et cette détente musculaire, entre autres, hein, puisqu'il y a tout un tas de phénomènes qui accompagnent l'orgasme, et qui va lui permettre de s'endormir. Et il y a encore beaucoup d'adultes qui s'endorment comme ça aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait préciser, c'est qu'effectivement, dans la montée excitatoire, dans la montée de l'excitation sexuelle, c'est-à-dire ce qui accompagne la vasocongestion, bon, qui n'est pas un joli mot, hein, mais on va dire l'afflux de sang dans la zone génitale, c'est-à-dire pour ceux qui sont équipés et celles qui sont équipées d'un pénis, une érection. Peu importe la taille du pénis d'ailleurs, hein, même un micro-pénis, comme on dit, ou un afflux de sang dans les lèvres, externes, internes, le clitoris qui possède bien sûr ses corps caverneux et son corps spongieux au même titre que le pénis, les parois du vagin, etc., toute la zone génitale. Eh bien, cette vasocongestion, quand elle monte, parce que les stimulations l'entretiennent, la déclenchent, l'entretiennent, la font monter, etc., avec une sensation agréable, hein, si toutefois nos émotions sont positives à ce moment-là, hein, eh bien, ensuite se déclenche la décharge orgastique, hein, et montent en même temps les tensions musculaires, la transpiration, le niveau de transpiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, raccourcissement de la respiration. Il y a tout un tas de phénomènes en même temps qui ensuite vont s'inverser après la décharge orgastique. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une baisse de tension musculaire qui va procurer de la détente. État de conscience modifié au moment de l'orgasme aussi, c'est-à-dire que là, on est dans un état où on sait où on est, avec qui on est, si on est avec quelqu'un, parce qu'on peut être seul aussi, bien sûr, et ce qu'on fait, mais on n'est pas conscient de tous les bruits extérieurs, de tout ce qui se passe à l'extérieur, etc. Voilà. Et cet état de conscience modifié va aussi se dissiper, on va dire, pour rentrer, pour nous remettre dans un état de conscience tout court. Et enfin, dernier point, tous les bons neurotransmetteurs dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont très positifs pour beaucoup de choses. Alors, moi, je voudrais juste ajouter, on a parlé on parle des similitudes dans le mécanisme de l'orgasme, mais il y a quand même des différences fondamentales, à mon sens, enfin il y en a plusieurs, mais les deux principales. L'orgasme féminin ne connaît pas le point de non-retour comme les hommes. C'est-à-dire que l'homme a un point de non-retour par rapport à l'éjaculation, et quand le mécanisme de l'orgasme se met en place, c'est irréversible. Chez les femmes,
ce point de non-retour n'existe pas, ce qui fait qu'un orgasme peut être interrompu totalement parce qu'il y a baisse des stimulations ou un événement extérieur. Ça, c'est une première différence importante. Et puis la deuxième, et c'est ce qui m'a toujours rendu très envieux, c'est la capacité à l'orgasme multiple chez les femmes, alors que chez les hommes, une fois l'éjaculation obtenue, on va parler des neurotransmetteurs et des hormones, mais le jeu de toutes ces substances fait que l'homme a une phase d'attente, une phase de latence pendant laquelle il ne peut plus avoir de stimulation sexuelle. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Enfin, est-ce que finalement, une fois que... Oui, non, mais quand même, hein, on aimerait bien... Bon, alors... non, ça n'est pas une fausse excuse, hein, il ne faut pas croire que ce soit un échappatoire pour les hommes. C'est physiologique. C'est-à-dire que l'éjaculation, bon, je rentre dans le détail, peut-être, dans le détail plutôt superficiellement, mais il y a tout un jeu hormonal qui se fait au moment de l'éjaculation. Donc chez les hommes, donc je me place du point de vue des hommes, hein, on fera un partage. Chez les hommes, forcément, il y a une montée de la testostérone. Donc il va y avoir des neurotransmetteurs et des hormones qui vont être inhibiteurs de la stimulation et de l'activité sexuelle, alors que d'autres sont des excitateurs. Donc vous avez une montée de sérotonine, donc qui est l'hormone du bien-être. Vous avez également la prolactine. La prolactine, en fait, c'est une hormone qui permet justement la lactation chez les femmes et qui, chez les hommes, intervient après l'éjaculation avec une qualité de détente. Et en fait, ce fameux endormissement que ressentent les hommes après l'orgasme est lié aussi à ces phénomènes hormonaux. Donc, ça explique le pourquoi aussi de l'incapacité des hommes à avoir un second orgasme dans l'immédiat, sauf à avoir quelques techniques dont nous parlerons peut-être plus tard. Moi, je propose qu'on en parle maintenant. Parce qu'il est déjà la nuit, déjà. Il est déjà demi. Il faut être sûr de ne pas le louper. Donc, Étienne, moi, je pense que là, on est dans le thème et on peut... Non, Marilyn, vous voulez attendre un petit peu? Moi, je serais quand même d'avis, mais vous n'allez pas être d'accord avec moi, je le sens. Je serais quand même d'avis d'expliquer un petit peu quel est l'enjeu de l'orgasme quand même, parce que je trouve que c'est vraiment important. Donc, on continue du coup sur le déroulé initial. Oui, alors, mais on sait qu'Étienne va tout nous expliquer, hein, d'accord? On est OK, Étienne. Hein? Oui, mais l'enjeu, c'est ce qui fait que les hommes ont peut-être plus de mal à avoir un véritable orgasme, d'ailleurs. Mais je te laisse parler d'abord. Oui. Sur les enjeux de l'orgasme, Marilyn. Oui. Je voudrais peut-être juste détailler un peu, parce que Étienne, tu as prononcé l'expression orgasme multiple, mais j'explique vraiment en détail, c'est important. Effectivement, après l'orgasme et l'éjaculation, au niveau de pour ceux et celles qui sont équipés d'un appareil génital masculin, il y a effectivement une chute de la vasocongestion, hein, avec une période réfractaire durant laquelle toute stimulation ne provoque rien. Hein. Alors cette période réfractaire, elle est très très courte quand les hommes sont très jeunes, quand on est très jeune, parce qu'elle est liée au niveau de testostérone dans le corps, en fait, hein, à la dose de testostérone dans le corps. Et bien sûr, elle s'allonge avec l'âge au fur et à mesure qu'il y a une baisse de testostérone, donc au fil de la vie, en fait. Hein. Je rassure tout le monde, baisse de testostérone ne veut jamais dire absence de testostérone, sauf problème de santé particulier, et qu'on a toujours de la testostérone dans le corps et qu'on peut toujours avoir des excitations sexuelles, j'ai envie de dire, jusqu'à... bon, ça c'est Gérard Rib, hein, qui a rencontré un couple de 102 et 105 ans, et ils avaient abandonné, donc hétérosexuels, hein, ils avaient abandonné la pénétration à 95 ans. Donc juste pour vous dire que, voilà, il y a toujours possibilité d'avoir une excitation sexuelle tout au long de sa vie. Mais au niveau féminin, cette chute de vasocongestion-là n'est pas inéluctable. Il n'y a pas de période réfractaire obligatoire. Ça veut dire qu'à tout moment dans la baisse d'excitation sexuelle
qui intervient après le réflexe de la décharge orgastique, eh bien, avec les stimulations adéquates, l'excitation sexuelle peut remonter et il peut y avoir un autre réflexe derrière, donc un autre orgasme. Et puis ensuite, bien, une baisse de vasocongestion et peut-être un autre, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les orgasmes multiples. Je sais pas, la majorité des femmes ou des personnes équipées de clitoris et de vagin qui vont forcément chercher à avoir des orgasmes multiples, mais parce que c'est une question de goût. Et puis parfois une question de qualité. Une très bonne qualité peut satisfaire une personne et puis une autre peut en avoir plusieurs. La qualité est quelque chose d'important parce que je me souviens avoir reçu une femme un jour dans mon cabinet qui a dit ben, moi je viens parce que j'ai 7 orgasmes à la suite. Mon mari ne me lâche pas tant que j'ai pas eu les 7, mais je viens parce que j'ai pas assez de plaisir. Pétard mouillé cette fois. Ah ben oui. Hein. Donc, du coup, on a travaillé sur la dimension émotionnelle. Et puis, bon, bien sûr, j'ai reçu le mari. Et on a travaillé aussi sur la dimension émotionnelle avec le mari. Voilà. Et sur l'injonction à la performance aussi, j'imagine. Alors voilà. Alors là, on a effectivement il était militaire. Hein. On a une très bonne. Si. Et on a une très bonne, on va dire, illustration de l'injonction de performance. C'est-à-dire que si on a passé, on va dire, un certain nombre de siècles où le plaisir sexuel n'avait pas beaucoup d'importance, aujourd'hui, on a la norme, les normes sont en train de se transformer dans la sexualité, et notamment, par exemple, la norme concernant le plaisir sexuel, c'est l'orgasme à tout prix. Bon. Vous l'aurez compris, l'orgasme à tout prix, quand c'est le pétard mouillé à tout prix, on se dit, c'est peut-être pas une norme folichonne quand même, hein. Donc, effectivement, il y a une pression pour l'orgasme, une pression telle que, effectivement, il m'arrive fréquemment de recevoir des femmes dans mon cabinet en disant, moi, je viens parce que mon compagnon me dit, quoi ? Il n'y a pas d'orgasme ? C'est pas normal, il faut que tu ailles consulter. Donc, le potentiel est là dans tous les corps. Mais après, il y a à la fois un apprentissage et à la fois un choix personnel, parce qu'il y a différents états de plaisir. On ne parle que de l'état de plaisir qui est l'orgasme, mais il y a différents états de plaisir dans la sexualité. Et il y a des personnes qui apprécient énormément l'état de plaisir qu'on appelle la volupté, et qui auraient envie que ça dure des heures, et qui sont presque, j'ai envie de dire, interrompues dans le plaisir de savourer la volupté par le réflexe de l'orgasme qui survient, et donc qui préfèrent rester dans la volupté le plus longtemps possible, plutôt que de laisser le réflexe de l'orgasme se déclencher. Donc il y a une vraie grosse pression de performance sur l'orgasme, sachant qu'en plus, comme c'est un réflexe, plus on veut, et moins le réflexe se déclenche. Il y a donc des conditions importantes pour que l'orgasme, le réflexe de l'orgasme puisse se déclencher. Est-ce que tu veux prendre la suite, Étienne ? Alors, je dirais que c'est là que l'homme averti en vaut deux, en fait. C'est-à-dire que, par rapport à la volupté, là, tu semblais dire certaines personnes préfèrent la volupté à l'orgasme. Mais la volupté, dans une relation idéale, à mon sens, précède l'orgasme. Et la volupté, c'est un état qui est très souvent ignoré par les hommes, qui sont dans un acte sexuel qui peut être très satisfaisant pour l'un et pour l'autre, mais qui ne prennent pas le temps d'être dans la volupté. Mais pour être dans la volupté, il faut en avoir envie, il faut la goûter à un certain moment, et pour ce faire, il faut avoir certaines capacités corporelles et avoir des capacités de ressenti qui ne sont pas évidentes, parce qu'il faut à la fois être dans le relâchement, dans le lâcher-prise, pour se laisser aller justement dans cette volupté, dans ces instants où on est l'un avec l'autre en disant c'est bien, c'est magnifique, c'est délicieux, mais avoir aussi la capacité de contrôle de son corps, de sa zone génitale, pour retarder cette éjaculation qui est parfois presque une crainte absolue, une hantise pour les hommes. Il faut que je me retienne, il faut que je me retienne. Donc résultat,
bon, ça peut amener des troubles accessoires, mais surtout, ça empêche ce laisser-aller qui peut amener à la volupté et à un moment à un orgasme plus extatique. Donc, ça demande de l'apprentissage. Ça demande du laisser-aller mental et ça demande aussi un laisser-aller corporel, c'est-à-dire être dans la capacité de diminuer les contractions dont parlait Marilyn, pour justement ne pas arriver trop rapidement à l'orgasme, avec la capacité d'y retourner quand on le souhaite. Et tout ça demande du travail, de la prise de conscience. Alors c'est presque... voilà, il faut faire ses devoirs à la maison. Et les hommes que moi je reçois, en général, n'ont aucune conscience du potentiel qu'ils pourraient avoir en maîtrisant une zone qu'ils ignorent totalement. Évidemment, la zone du périnée, la plupart ignorant même qu'ils ont un périnée. Oui, Étienne, tu évoques quelque chose d'extrêmement important, c'est le rôle du périnée. Et le rôle du périnée, effectivement, dans tous les corps, hein, masculin, féminin en tout cas, et bien sûr, je veux dire, quel que soit le genre, hein, qu'on soit équipé d'organes génitaux masculins ou d'organes génitaux féminins, le rôle du périnée est absolument essentiel, c'est-à-dire que on n'obtient pas, on ne gère pas son excitation sexuelle et la montée de son excitation sexuelle ou le plafonnement de son excitation sexuelle en phase en plateau de la même manière avec son périnée. Tout change en fonction de comment on utilise son périnée, savoir si on l'utilise en tension, son périnée, ou au contraire en relâchement ou en alternance entre tension et relâchement. Et pour ça, effectivement, jouer avec son corps est extrêmement important. Le corps, c'est l'instrument de musique du plaisir sexuel. Et donc, jouer avec son périnée induit, d'une part, de jouer avec le mouvement, et notamment avec le mouvement du bassin, avec des mouvements, on va dire, dans 3 dimensions, les rythmes, l'intensité, l'amplitude de mouvement du bassin, le type de mouvement du bassin, en cercle, en bascule, etc. La rigidité du bassin et la fixité et l'immobilité du bassin jouent aussi dans un autre sens, hein, ça joue sur le périnée. Donc un bassin souple, c'est un périnée souple, un bassin fixe et immobile, c'est souvent un périnée crispé, et ça a une influence sur le niveau d'excitation sexuelle. Et bien entendu, en plus du mouvement du bassin, il y a la respiration, puisque c'est le mouvement du diaphragme qui est ici, qui en bougeant va aussi faire bouger le périnée. Plus la respiration est courte et on passe en apnée, plus le diaphragme est bloqué, plus le périnée est rigide, a plus de chances d'être rigide, alors que plus on a une respiration souple et profonde, plus le périnée peut aussi être souple et bouger. Et vous voyez que ça s'apprend de jouer avec son instrument de musique. Est-ce que tout le monde est en train de respirer profondément là ? Je voudrais revenir sur dans les entraves justement à ce plaisir sexuel. On en a parlé un petit peu en préparant cette table ronde. Notamment, on parlait de l'injonction à la performance, mais du rapport du coup. Alors on va le faire assez court parce que on a déjà fait une vulva-aventure de 2h30 sur le sujet que vous pouvez voir sur notre page YouTube, la pornographie et notamment les injonctions qu'il y a derrière. Enfin, en regardant la pornographie, on a parlé notamment avec toi, Étienne. Comment ça peut venir entraver justement ce rapport au plaisir et à l'orgasme, selon vous ? Mais déjà, la pornographie montre l'orgasme obligatoire et inévitable. D'accord ? Or, quand on sait faire un petit peu de lecture corporelle, comme on le fait en sexo-corporel, on s'aperçoit que quand on fait la lecture corporelle des acteurs et en tout cas des personnes qui sont dans les vidéos pornographiques. Alors pour moi, je distingue 2 types de vidéos pornographiques. Là, j'en profite pour militer. Je distingue la pornographie, entre guillemets, mainstream, voire artistique, et la pornographie et les violences pornographiques. Pour moi, les violences pornographiques, il y a un abus de langage. Je ne les appelle pas pornographie. Je les appelle violences d'abord, et qui utilisent, j'ai envie de dire, le sexe. Mais pour moi, voilà. Donc je laisse de côté les violences pornographiques et je n'en parle pas, puisque ce sont des violences.
Mais si je parle de la pornographie mainstream et qu'on regarde et qu'on observe les corps des personnes qui sont dans ces vidéos et dans ces films-là, ben on s'aperçoit que quelquefois c'est impossible, avec la manière dont ils ou elles utilisent leur corps, d'avoir un orgasme à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de trucage et beaucoup de simulation. Mais ce sont des acteurs et des actrices. Hein. Voilà. Alors, du coup, on envoie un faux message. Hein. Un faux message, c'est-à-dire l'orgasme, c'est facile, c'est rapide, tout le monde en a et il faut en avoir. Ben non. Ça dépend comment on joue de son instrument de musique et ça dépend si on a envie ou pas d'avoir un orgasme. Et c'est important. Soit quand on est avec soi-même, seul avec soi-même, soit quand on est avec un partenaire, singulier au pluriel, de choisir si on a envie d'aller jusqu'au réflexe de l'orgasme ou pas. C'est une question de liberté. Chacun savoure son plaisir au moment où il ou elle a envie de le savourer. Le type de plaisir qu'on a envie de savourer, et tout ça, il est important de savoir conjuguer le plaisir de l'un et le plaisir de l'autre, ou le plaisir des autres, comme chacun en a envie. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je pense que tu as presque tout dit. Moi, la pornographie, j'en vois les effets évidemment dévastateurs puisque je m'occupe de jeunes adultes qui en plus ont des troubles psychiques, donc forcément avec des rapports à leur propre corps qui sont faussés, qui parfois sont même presque absents. Donc c'est catastrophique. Le référentiel évidemment donne une idée de ce qu'est de la sexualité qui n'est absolument pas la réalité. Et je pense que la sexualité devrait être... alors là, je vais être interdite au moins de 35 ans et à partir de 35 ans, obligatoire. Donc quand je dis ça, c'est qu'il faut savoir aussi prendre et laisser. C'est-à-dire que la sexualité peut aussi être un support au fantasme chez des personnes qui ont une sexualité qui est déjà conscientisée, qui est déjà aboutie et qui peut avoir envie d'aller plus loin. Mais malheureusement, voilà, le public de la sexualité n'est pas averti. Oui, de la pornographie, pardon. Et part sur des référentiels qui amènent des troubles souvent aussi, des troubles du désir, parce que les personnes n'arrivent plus à avoir d'excitation sexuelle sans pornographie, et puis des troubles de performance par rapport à la taille du pénis, par rapport à l'orgasme féminin qui est tellement expansif dans la pornographie que des femmes vont se dire mais pourquoi pas moi quoi. Et pourquoi lui me fait pas ça. Donc voilà, ça amène quand même des difficultés à se positionner dans sa sexualité personnelle et dans sa sexualité de couple. C'est important ce que tu dis, Étienne, parce que, en fait, quand je vous disais que chacun doit apprendre à jouer de son propre instrument de musique, ce que tu évoques aussi, c'est que chacun et chacune, chaque personne a cherché comment avoir du plaisir, mais chercher dans l'instant, c'est-à-dire que toujours être à l'écoute de son corps, être dans la présence à soi à chaque seconde, et puis jouer avec son corps en fonction de ce qu'on a envie vraiment de vivre, de vibrer, comment on a envie de vibrer, ce qu'on a envie de sentir, ce qu'on a envie de percevoir, ce qu'on a envie de ressentir. Et chacune et chaque personne doit être dans la présence à soi en permanence. Et j'ai envie de dire, et tirer parti de ce que l'autre propose, c'est aussi très important, hein, mais ne pas compter sur l'autre à 100% pour avoir du plaisir. Hein. Du coup, vu qu'il reste peu de temps et que j'aimerais quand même qu'il y ait un temps d'échange, il y a quand même deux choses que j'aimerais qu'on loupe pas avant de se quitter, qu'on va aborder, et après on vous passe la parole. Là, on parle de masturbation aussi. Ça sous-entend la masturbation. Alors nous, on appelle ça auto-érotisme. L'auto-érotisme.
Mais du coup, pour faire de l'auto-érotisme, il faut aussi qu'on n'ait pas trop de tabou avec ça. Parce qu'on parle de respiration, de mouvement de bassin, du périnée. J'ai un date Tinder, je caricature un peu, mais je me retrouve avec lui, je vais pas être là. Ça va pas être le meilleur moment pour faire l'exercice. Ça suppose de se sentir en confiance, sauf si on est super bien avec et que c'est cool. Mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Donc, quels conseils on pourrait donner déjà pour soulever ce tabou quand même qu'il y a encore autour de la masturbation? On a parlé ensemble avec Marilyn en préparant l'intervention de la masturbation infantile également, qui est une étape importante aussi du rapport au corps et de la construction de sa sexualité. Quels conseils assez concrets là on pourrait donner en 2 secondes sur la masturbation aussi, quoi? En quoi ça va être un outil aussi pour atteindre le plaisir, l'orgasme, la volupté? Bon, moi je ne parlerai pas de la sexualité, de la masturbation infantile, je crois que vous en aviez parlé, donc je te laisserai aborder la question. Moi je dirais masturbez-vous. D'abord, c'est un loisir qui est très peu onéreux, et au moins on est sûr de faire plaisir à quelqu'un que l'on aime, donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, il faut se découvrir. Il faut se découvrir, homme ou femme, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit l'identité sexuelle. Il faut aller chercher les zones qui font plaisir, travailler, aller sur toutes les zones, les solliciter de différentes manières, avec les mains, avec des tissus, avec tout ce qu'on peut pour voir ce que l'on pourrait ressentir et comment avoir encore plus de plaisir. Chez les hommes, la masturbation est souvent très mécanique. D'ailleurs, on parle de mode d'excitation mécanique, donc voilà, un mouvement de va-et-vient, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses et qu'il y a des zones qui sont ignorées. Donc, explorer sa zone génitale, et là, je parle encore des hommes, mais savoir aussi que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, le pénis, la partie immergée du pénis est très importante, c'est-à-dire que vous avez la partie externe, mais le pénis, dans son corps spongieux, se poursuit. Donc, si vous le sentez, là je vais être très concret pour les hommes, entre les testicules, sous les testicules et entre l'anus, il y a une zone qui est très sensible. Il faut aller explorer cette zone. Et la masturbation, pourquoi pas? Donc, masturbation seule, et puis la masturbation à deux, évidemment, après, permet d'aller encore plus loin. Et une dernière chose aussi, donc une deuxième chose que je tenais vraiment à ce qu'on aborde, on l'a un peu touché du doigt, si je puis me permettre, c'est le plaisir clitoridien. Enfin, parce que bon, donc il y a ce mythe du double, oula, je vais dire n'importe quoi, c'est ça, du double orgasme avec Freud qui nous parlait donc du plaisir clitoridien quand on est jeune, voilà, et peu mature, et il y aurait le plaisir vaginal, le plaisir de la femme. Je pense que on est de plus en plus nombreuses à avoir déconstruit ce mythe. Mais est-ce qu'on peut remettre une petite couche ensemble, Marilyn, si vous êtes d'accord? Oui, avec plaisir. Allons-y alors. En fait, Freud, qui nous a vraiment a beaucoup apporté, notamment sur la sexualité infantile, c'est-à-dire en disant les enfants ont une sexualité qui est propre à l'enfance et qui n'a rien à voir avec la sexualité de l'adulte, mais commence déjà à faire ses apprentissages pour peu que l'enfant ne soit pas freiné par les mimiques, les remarques, voire même les réticences, on va dire les attitudes corporelles de ceux qui l'entourent, notamment des parents ou des éducateurs. Mais globalement, mis à part ça, Freud, il a tenu un discours qui est le discours de son époque, c'est-à-dire qu'il a vécu dans une époque où il y avait des croyances, il y avait des représentations sur la sexualité, et il est lui-même tombé dans le piège, entre guillemets, même s'il a même remis en question un certain nombre de choses qu'il a dites plus tard en vieillissant, mais il est tombé dans le piège des influences culturelles, parce qu'il faut savoir que j'ai envie de dire, le plus vrai qu'on puisse dire sur la sexualité, c'est quand même ce qu'on a appris soi. Après, tout ce qui circule comme croyance, représentation, tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange, etc., à vérifier, toujours à vérifier. Parce que il se dit beaucoup de choses. Donc, il s'est dit effectivement par Freud, parce que pour une question de maturité, l'orgasme vaginal intervenait plus tard que l'orgasme clitoridien. D'abord, c'est toujours le même réflexe qui se produit. C'est juste le type de stimulation qui peut varier et varier à l'infini.
Mais le clitoris est toujours en jeu, et le vagin est toujours en jeu de toute façon, et le périnée est toujours en jeu dans l'orgasme. Et après, selon les nuances, un peu plus, un peu moins, et on a l'impression de sentir que c'est plutôt, j'ai envie de dire, une sensation dans la zone vaginale ou plutôt une sensation dans la zone clitoridienne. En fait, dans la réalité, ce sont toutes les nuances de sensation, mais Masters et Johnson ont dit il n'y a pas de distinction entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Il n'y a pas deux orgasmes, il n'y en a qu'un. Mais il y a toutes les nuances de cet orgasme-là. Voilà, donc ça c'était vraiment important à préciser. Et du coup, au niveau de l'orgasme, du coup, je sais que il faut le dire, on a beaucoup de retours quand on discute de sexualité, notamment entre femmes, sur le fait qu'on n'arrive pas à avoir d'orgasme vaginal. Du coup, donc c'est parce qu'on n'a pas, on ne stimule pas assez son clitoris. Est-ce que là-dessus, il y a un conseil pratique que vous pourriez donner qui, moi, je pense, est assez simple, mais il faut repartager. C'est un lieu où il n'y a pas de tabou, donc je pense que c'est bien de le dire. En fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'orgasme, j'ai envie de dire, sans stimulation du clitoris. Mais la stimulation du clitoris, elle peut se faire à travers la paroi vaginale. C'est-à-dire que du coup, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les stimulations, en fait, elles passent par 6 canaux. Elles passent par les 5 canaux des 5 sens, les touchés, la vue, ce qu'on entend, l'ouïe, ce qu'on entend, ce qu'on dit, les sons, les mots, etc. Par les odeurs et par les goûts, par le goût. D'accord ? Tout ça, ça peut faire stimulation et sans forcément qu'il y ait un toucher direct non plus. Ça peut faire stimulation. Et le sixième stimuli potentiel, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire les images qui viennent dans la tête. Par exemple, des images érotiques puissantes, et quand je dis érotiques puissantes, ça c'est pas universel, c'est celles qui sont érotiques pour soi, c'est-à-dire celles qui sont excitantes pour soi. Un dîner aux chandelles, ça peut être terriblement excitant pour certaines personnes, et un film porno, pas du tout. Donc c'est vraiment dépendant de chaque personne. Donc ce qui est des images très excitantes pour soi, bien présente, avec un jeu du périnée, sans toucher, avec la main. C'est pour ça que masturbation vient de masturbare, vient de main, et la main n'est pas forcément nécessaire. Et voilà, d'où l'expression auto-érotisme. Eh bien ça peut absolument déclencher une vasocongestion, l'excitation sexuelle, la faire monter jusqu'au réflexe de l'orgasme. Il n'y a pas forcément besoin de la main. Donc, il y a tellement de manières de faire. Alors oui, effectivement, on pourrait dire que globalement, majoritairement, stimuler la zone clitoridienne, et encore, ça dépend. Il y en a qui préfèrent une stimulation du gland du clitoris, d'autres la tige du clitoris qui est placée sous les petites lèvres, d'autres qui préfèrent plutôt la stimulation du clitoris par les pressions qui sont à l'avant de la paroi vaginale. Enfin, mais il y a tellement de possibilités que chacun a à découvrir ses préférences et aussi à faire évoluer ses préférences par des nouveaux apprentissages qu'on peut faire tout au long de sa vie. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Soit... statistiquement, la stimulation du clitoris avec la main en externe peut très très bien conduire aux premiers orgasmes, de la même manière que l'utilisation d'un sextoy peut conduire aux premiers orgasmes, de la même manière que l'utilisation de la pomme de douche. Et là, avoir 2 ans, ça suffit pour le découvrir. Pour ceux et celles qui ont des enfants, laissez-leur prendre une douche à partir de 2 ans. Mais il y a tellement de manières de faire qu'il n'y a pas de recette précise. Justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi avoir une recette précise ? Partons en exploration. Cherchons, écoutons, sentons, et puis laissons-nous aller aux explorations, aux sensations, et ensuite, voilà, chacun trouve ses chemins. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes
qu'on va précieusement mobiliser pour vos questions, s'il y en a. Et pour Étienne, ce que devait dire Étienne. Voilà, moi je voulais qu'on en parle tout à l'heure, du coup j'ai oublié. Bon, parce que j'ai promis. Mais non, du promis, coup Étienne, c'est parti, le secret, on le veut tout savoir. Voilà. Alors, le secret, déjà, je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est s'explorer. Donc là, je parle des hommes, puisque c'est ce que je connais le mieux quand même. S'explorer, déjà, première chose. S'explorer seul, s'explorer à deux. Maintenant, on a parlé avec Marilyn de tout cet ensemble de muscles, de tout ce plancher qui permet d'avoir une action sur la zone génitale. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ce fameux bulbe du pénis. Donc là, c'est une zone qui commence à être très sensible. Donc, on peut aller chatouiller, sur laquelle on peut aller pousser, qui va amener d'autres sensations. Et puis, il y a la zone aussi anale chez les hommes qui est souvent laissée de côté, un peu par tabou, par ignorance, par crainte. Crainte du regard de l'autre, et puis voilà, par les interdits sociaux. Alors que c'est une zone qui est extrêmement sensible. Donc, l'orgasme chez un homme peut être un orgasme pénien, classique, stimulation du pénis. Et quand s'y ajoute d'autres stimulations au niveau des testicules, au niveau de ce fameux bulbe, l'orgasme commence à prendre déjà une toute autre allure, c'est-à-dire que c'est un peu comme vous voyez, l'intensité électrique qui monterait progressivement. Et puis il y a la zone anale, effectivement, qui est importante. Et je pense que vous l'attendez tous et toutes, le fameux orgasme prostatique. Je pense que c'est ce dont tu voulais qu'on parle. Alors non, moi c'est vous, Étienne, qui nous avez parlé d'un grand secret tout à l'heure. Moi, non, je suis au courant de rien. Non, c'est pas un secret. En fait, l'orgasme prostatique, bon, vous savez tous, la prostate qui est juste sous la vessie et qui est au-dessus de la partie du bulbe intérieur du pénis. Bon, c'est une glande qui est très vivante, qui est innervée, une glande qui a une capacité de contraction très forte et qui concentre d'ailleurs, c'est de là que part, au moment de l'éjaculation, bon, il y a toute une série, un enchaînement de contractions, dont une contraction de la prostate, des vésicules qui amènent le sperme. Et cette zone amène une sensation de plaisir. Et elle peut être utilisée en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment de la stimulation du pénis, par une sollicitation qui peut être soit manuelle, donc digitale en fait, soit avec un sextoy qui est spécialement adapté pour cette stimulation. Alors pourquoi en fait aller stimuler la prostate alors qu'on peut déjà jouer avec grand plaisir avec son pénis? Eh bien, c'est pour avoir un orgasme d'une autre dimension, qui va être cet orgasme beaucoup plus interne, beaucoup plus complet, qui va amener à un moment des vagues dans le corps, sous réserve qu'on prenne le temps de l'apprendre en fait. C'est-à-dire que l'excitation, les sensations montent très doucement. Elles montent progressivement au fil du temps, c'est-à-dire que cet orgasme, il peut ne pas être ressenti dès la première fois, donc ça doit se faire en douceur, ça doit se faire progressivement, ça doit se faire aussi quand on est prêt à y aller, dans un lâcher-prise total. Et le résultat, c'est qu'au bout d'un certain temps de sollicitation, donc soit avec le doigt, donc je ne sais pas si est-ce que vous visualisez comment on fait un massage prostatique? Bon. Je n'avais pas maîtrisé toute cette partie. Moi, Ah d'accord. Mais on y va. Non, on va pas. Non, je vais. Ça sera pour une autre séance, mais en fait, on peut aller. Bon. J'aurais pas dû m'avancer si loin, en fait. Donc, démonstration. En fait, c'est simple. Vous avez le rectum. Et quand vous allez mettre un doigt dans le rectum, dans le sens et toi là-bas, vous voyez, comme ça, vous allez aller solliciter la prostate. Et en faisant ce massage, plutôt doux au départ, et tester les sensations, tester les ressentis de votre partenaire, parce que ça, il faut se le faire faire, on ne peut pas le faire soi-même, eh bien, vous allez à un moment déclencher cette réaction en chaîne, cette réaction de contraction, qui vont se faire indépendamment du plaisir pénien, c'est-à-dire ça peut se faire sans érection, sans éjaculation, ça peut aussi se faire avec éjaculation ou érection, et ça donne ce plaisir qui est un plaisir qui est diffus, qui emporte, qui est plus peut-être moins fort, mais qui est beaucoup plus prolongé et qu'on peut renouveler de façon multi-orgasmique.
Donc c'est une exploration qui est intéressante, mais qui est intéressante à titre personnel, mais aussi dans un couple, parce que finalement, euh, quand on s'offre, on offre à son partenaire son plaisir. Donc c'est une façon d'offrir son partenaire, son plaisir à son partenaire, puis c'est une façon aussi de s'offrir pour rétablir peut-être des rôles, ou même pas pour plus d'altérité dans la recherche du plaisir. Donc ça peut se faire aussi avec un sextoy qui est spécialement adapté, vibrant ou non vibrant, à explorer. Donc une exploration longue, voilà, prendre le temps et être capable de lâcher prise un peu sur les représentations aussi. Merci Étienne. Et surtout, n'oubliez pas le lubrifiant. Voilà, oui. C'est petit conseil. Il y en a du très bien sur le festival d'ailleurs dans les coursives. Hein. Bon, alors, il est 17h. Je me permets quand même, je pense que Marie, qui anime la table ronde d'après, ne m'en voudra pas. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? Et si, voilà, comme ça, on crée... ça va être quelque chose de rare, donc vous devriez tous avoir envie de lever la main, parce qu'il n'y en aura que deux. Peut-être même qu'une. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une. Il y en a une là et une là. Bon, bah voilà, on en a deux. C'est toi, Charlotte? Oui, c'est moi. Et il y a quelqu'un là-bas qui a levé la main. Ok, je vois pas la personne. Ok. Voilà. Je la pose et comme ça, après, je passe le micro. Ouais. Du coup, les hommes peuvent avoir 2 orgasmes, mais les femmes, ça vient forcément du clitoris. Donc, en fait, c'est le mythe qui est inversé un peu. Si j'ai bien compris. Je crois qu'il faut... On ne peut pas dire ça exactement comme ça. Ce n'est pas que ça vient forcément du clitoris, mais le clitoris est forcément impliqué. Mais alors, tout est impliqué. Tout est impliqué. C'est-à-dire même dans une stimulation clitoridienne, le vagin est impliqué parce que lui aussi, il a sa vasocongestion, les parois se lissent. Quand l'excitation sexuelle monte, il y a cette espèce de petit creux qui se fait au fond du vagin. Donc les transformations se font de toute façon dans l'ensemble des organes génitaux. Dans l'ensemble. Merci. Et c'est vrai pour une personne trans, une personne intersexe, etc. Hein, tout ce qu'on est en train de dire. Hein. Merci. Bonjour, je me posais une question en fait. Est-ce qu'il y avait aussi du plaisir dans la côté chez les femmes, côté anal en fait, tout simplement? Oui, de la même manière, la sensibilité anale, bien sûr, est similaire à la sensibilité anale d'une personne qui a des organes génitaux masculins, mais il y a aussi la possibilité de la stimulation par le biais de la paroi du rectum, qui est juste derrière la paroi vaginale. Et donc, les stimulations par le biais du rectum ça vient stimuler le vagin, si c'est une stimulation par l'avant. N'oublions pas aussi la puissance, on va dire, de l'imaginaire qui accompagne cette pratique-là, hein, parce que l'imaginaire aussi peut être une stimulation importante. En fait... on connaît très très mal, alors on commence à bien donner de la place au clitoris et c'est un bienfait vraiment très très important. Du coup, on va dire notre regard, le regard pénétrocentré qu'on essaye dont on essaye de s'éloigner un peu, hein, parce que effectivement la sexualité pendant des centaines d'années, des millénaires, a été très pénétrocentrée, donc on essaie de s'en éloigner, hein, pour favoriser beaucoup d'autres pratiques sexuelles et effectivement redonner sa place, la place qu'il mérite au clitoris, donc ça c'est très important. Mais de cette manière-là, en donnant sa place qu'il mérite au clitoris, on a un peu oublié le vagin. Mais le vagin, j'ai envie de dire, lui aussi, il y a aussi une certaine manière de le stimuler qui est extrêmement intéressante. Et notamment, il y a différents types de récepteurs nerveux au niveau du vagin qui sont, et même dans toute la musculature interne, que l'on peut atteindre par les pressions
qu'on peut exercer sur les parois du vagin. On peut atteindre effectivement, on peut stimuler le clitoris par l'interne, mais on peut aussi stimuler les récepteurs nerveux musculaires à l'interne. Et effectivement, par une stimulation rectale, on peut aller stimuler les muscles, tous les muscles pelviens et également les parois du vagin, voire même, par ricochet entre guillemets, stimuler le clitoris. Il faut savoir que nos organes génitaux sont souples. On sait très bien qu'on peut très bien masser notre ventre, tous et toutes, et nos organes génitaux sont mobiles. Et donc, quand on appuie ou quand on exerce une pression quelque part, par l'intérieur ou par l'extérieur, par exemple, même masser le bas du ventre au-dessus du pubis, ça masse le vagin, parce que par répercussion, les différentes épaisseurs, entre guillemets, des tissus, des muscles, etc., vont masser eux-mêmes aussi et suivre le mouvement de la main. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps d'une question? Tu veux en poser une autre, Charlotte? Non. Non, on peut. S'il y en a une autre, on peut la prendre, je pense, ouais. Et puis on s'arrêtera là, par contre. J'avais une question concernant. On a surtout parlé autour de l'orgasme de toute la zone génitale. Qu'est-ce qu'il en est au niveau, par exemple, des zones érogènes comme les tétons, les oreilles ou autres? C'est toujours la même chose. C'est toujours le même orgasme qui se déclenche, le réflexe, mais c'est une question de stimulation. C'est-à-dire, effectivement, certaines stimulations, comme la stimulation des tétons, peut être suffisante pour déclencher le réflexe de l'orgasme, déclencher l'excitation sexuelle, la faire monter, etc. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas distinguer les orgasmes en fonction des types de stimulation. C'est le réflexe de l'orgasme, le phénomène de l'orgasme, et tous les types de stimulation sont possibles et peuvent conduire au déclenchement de ce réflexe-là. Alors, n'oubliez pas de jouer avec votre bassin, votre périnée, de respirer profondément, de ne pas avoir peur de vous explorer vous-même et de respecter bien évidemment à deux le consentement de l'autre. Je vous remets sur les tables rondes qui ont animé cette journée. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci Marine Lassagne, sexologue, formatrice en éducation sexuelle, en sexologie et en sexo-corporelle. Merci Étienne Candela, sexologue et infirmier en psychiatrie. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci. Avec plaisir. Merci.